Bienvenue dans les 10 dernières minutes de votre émission Carré politique. Depuis quelque temps, les mouvements et associations de soutien à la candidature du chef de l'État sont revenus à la charge, surtout après l'annonce de ce dernier de briguer un second mandat. Au nombre de ces associations, de ces mouvements, ils sont très actifs sur le terrain. Il y a la dynamique est continue qui a entrepris depuis quelque temps de jeter un regard sur le bilan du chef de l'État. Et pour parler de ces différentes questions, notamment de la contribution des mouvements de soutien au chef de l'État dans leur éventuelle plus-value qu'ils pourraient apporter au candidat Patrice Talon, nous recevons sur ce plateau Didier Meysent Diego. Il est acteur politique, conseiller spécial de l'association La Dynamique Continue. Bonjour, cher invité. Bonjour. Et merci d'avoir répondu donc à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous parlerons avec vous de la plus-value que les mouvements de soutien pourraient apporter au candidat Patrice Talon dans le contexte actuel. Mais avant, je vais vous demander quel regard portez-vous, quelle appréciation faites-vous du bilan du quinquennat? Alors, merci à nouveau. Je me réjouis de cette opportunité que vous nous offrez, moi à titre personnel et à toute l'association La Dynamique Continue, pour nous prononcer sur un certain nombre d'éléments qui permettent d'éclairer vos téléspectateurs, nos amis qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je voudrais ajouter à la présentation que vous avez faite que je suis un élu local, je suis membre du conseil communal de Ouidah et je suis un peu plus spécialiste des questions liées à la formation professionnelle et à l'emploi. D'ailleurs, je finis une mission nationale envoyée par le Bénin où je rentre tout fraîchement après avoir passé service au secrétariat permanent du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Alors, pour revenir à votre question, qui est une question large, pour évaluer on dit un programme d'action, il faut deux éléments, enfin, il faut plusieurs éléments, je vais en identifier deux. Le premier, c'est par rapport à ce qui est dit au départ. Quels sont les engagements qui ont été pris au départ? Et le deuxième, c'est forcément par rapport à ce qui a été fait jusque-là. Donc, dans les deux cas, vous pouvez vous rendre compte que secteur par secteur, nous n'allons pas faire le débat de revenir sur les chiffres, voilà, mais secteur par secteur, aussi bien pour le vécu quotidien des citoyens béninois, aussi bien dans le cadre de vie, vous comprenez de quoi je parle déjà, de l'asphaltage, qui a été jusqu'à 600 km de route. 646 km. Merci pour être plus précis. Pour 900 milliards. Voilà, 900 milliards. Vous pouvez parler des 40 adductions d'eau. Nous pouvons parler de l'éducation. Nous pouvons parler de l'économie. Nous pouvons parler du financement de l'économie. Nous pouvons parler de la stratégie d'insertion socio-économique des jeunes gens qui commence par une stratégie de formation professionnelle pour leur donner le profil adéquat pour leur permettre de s'insérer de manière efficace et pertinente dans ce tissu économique-là. Ce qu'il faut retenir, c'est la démarche, systématiquement. Le tout commence par un état des lieux. Et après, une étude approfondie et affinée pour déterminer les éléments sur lesquels il faut investir. Et puis après, identification des structures et des hommes. Et puis la recherche de financement. Toutes ces étapes vous font valider, on va dire, la méthode et l'approche technique du président et de son gouvernement. Donc, on peut dire, ce n'est pas moi qui le dis, tous les Béninois le disent, qu'avec ce gouvernement et pendant 5 ans, nous avons eu des réalisations qui sont importantes, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui peut encore être fait. Le président parlait de renaissance pour son deuxième mandat. Eh bien, nous sommes engagés dans cette renaissance-là. Globalement, je vous dirais que nous pouvons nous satisfaire de ce que le président de la République a atteint ses objectifs. Et en tant que dynamique continue, on est tranquille. Il y a de cela quelques mois, plus de 6 mois, que nous sommes sortis les tout premiers pour dire que le président de la République n'a pas besoin d'être encouragé. On ne doit même pas susciter sa candidature. C'est un fait. Il doit être candidat et que le déterminant pour nous, la chose la plus importante, n'est-ce pas, c'est comment faire pour qu'il gagne et qu'il gagne bien ces élections-là. Voilà, comment faire pour qu'il gagne bien ces élections, c'est justement votre ambition et on espère que dans quelques jours maintenant, on aura
n'est-ce pas, la suite par rapport à cela. Revenons au processus électoral. Le chef de l'État qui a déjà annoncé son intention de briguer un second mandat, qui a répondu favorablement, on peut dire, à l'appel de votre association. Et comment vous appréciez-vous le processus, la conduite du processus électoral actuellement? Un processus électoral se conduit suivant des lois établies. Un processus électoral se conduit à travers ou évalué à travers les organes qui ont en charge de ce processus. Et au regard de ces éléments, nous savons que nous avons une loi électorale qui est suivie, nous avons une Sénat qui travaille. Je crois que pas plus tard que cette semaine finissante, la Sénat a remis au maire les listes électorales de leur commune. À l'entreprise du COSLEPI. Par l'entreprise du COSLEPI. Et évidemment, j'allais terminer par le COSLEPI qui a fini son boulot, qui a relu les listes électorales, qui a permis aux citoyens de corriger, si c'était le cas échéant, n'est-ce pas, de corriger ce qui a corrigé sur les listes électorales. Et aujourd'hui, je pense que ces organes et ces structures mises en place par l'État sont prêts pour parler des organes et que nous devons pouvoir aller aux élections. Évidemment, en attendant que tous les candidats se prononcent. Je suis sûr que vous allez en venir aux candidatures. Bien sûr, il y a cette appréhension, cette inquiétude que les élections ne soient pas inclusives. Il y a cette question également de parrainage et celle de la prorogation du mandat qui constitue véritablement des sujets qui fâchent. Quelle analyse faites-vous de la posture qu'affiche l'opposition par rapport à ces différentes questions? Alors, je vais partir d'abord d'un postulat. Pas que je néglige les positions de l'opposition, mais je parle du postulat que à tout moment et à chaque étape de la conduite des affaires d'un pays ou d'une nation, le président, il préside l'exécutif. On va dire que les ministres administrent, c'est ça, voilà. Les directeurs généraux dirigent. On pourra même dire que l'Assemblée légifère et contrôle. Tout à fait. Et l'opposition s'oppose. Chacun joue son rôle. Donc jusque-là, moi, je pense que chacun est dans son rôle. Je ne peux pas être opposant et voir le verre à moitié rempli. Je le verrai systématiquement à moitié Est-ce certain que vous ne trouvez aucune objectivité dans ce qui se dit, ce que réclame l'opposition, la crainte des élections exclusives, le fait qu'il y a des questions sur lesquelles on devrait consulter la classe politique, on ne l'a pas fait, quelque chose comme ça. Est-ce que pour vous, c'est des questions à banaliser? Non, je ne parlerai pas d'objectivité. Je n'irai pas jusqu'à leur retirer ce postulat, ou plutôt cette capacité d'être objectif, c'est des citoyens, et nous savons que chacun joue son rôle. Mais dans l'absolu, vous parlez de lois qui ont été adoptées. Parce que si on commence par tout remettre en cause, on ira jusqu'à remettre en cause l'Assemblée et on ira jusqu'à remettre en cause tout ce qu'on a vécu jusque-là. Alors moi, je pars du principe qu'une fois qu'une loi est adoptée, elle s'impose à tout le monde. Parlons du parrainage, c'est ça, hein? Ouais, le parrainage. Vous n'êtes pas surpris de voir que c'est aujourd'hui que certains citoyens, certains amis abordent cette question comme une priorité ou comme une conditionnalité. Ils auraient pu l'aborder quand nous n'étions pas en période préélectorale ou même période électorale. J'aurais apprécié ça. Mais la question n'a pas manqué d'alimenter l'opinion publique, d'être au cœur des débats. Non, à cette étape, je n'ai pas senti ce débat comme celui qui est fait aujourd'hui. Bon, là encore, vous semblez faire allusion à une formation politique, notamment les démocrates, mais ils ont obtenu leur récépissé récemment. C'est ça qui leur ouvre peut-être le droit de poser véritablement ces sujets dans un cadre plus ou moins formel désormais. Je voudrais d'abord saluer mes amis les démocrates, à commencer par Eric Ngounete, qui est un ami avec qui on a fait du chemin, et tous ceux qui militent dans ce parti-là. Voilà. Et je voudrais leur dire, tout en souriant un tout petit peu, qu'on ne peut pas monter sur un terrain de football, et une fois que le match a commencé, revenir sur certaines règles, notamment dire que pour l'adversaire, on va tirer les pénaltys depuis le rond central, etc. Non. La même loi qui leur a donné le récépissé, c'est cette même loi qui a parlé de parrainage. En acceptant d'être validés par cette loi, de facto, ils acceptent toute la loi. Donc, c'est difficile de revenir sur des aspects, sur des dispositions d'une loi, alors qu'on a accepté que cette loi valide votre existence en tant que parti politique.
Et je voudrais juste dire que le parrainage tel qu'il a été installé ou plutôt organisé n'empêche pas qu'un parti comme les démocrates puisse aller vers les maires ou les députés et trouver leur parrain. Je voudrais insister sur le fait que, parce que vous pourrez aborder la question de ceux qui disent que c'est comme si on allait quémander un parrainage. Si je suis citoyen béninois, si j'ai l'ambition de diriger ce pays, et si je pense que ça passe par cette difficulté, aller convaincre 16 personnes, 16 concitoyens pour pouvoir répondre, avoir le quitus, hein, avoir l'onction ou avoir le profil, remplir les formalités qui vont me permettre d'être président et bénéficier du vote des 52 ou 51% de Béninois qui m'attendent, je pense que ce serait faire preuve d'un ego surdimensionné que de dire je n'irai pas chercher ce parrainage parce que c'est l'adversaire. C'est même intéressant d'aller arracher les parrainages de chez mon adversaire et le battre. Et c'est pour ça que moi je demande à ceux qui ambitionnent d'être candidats ou qui le sont déjà de manière déclarée d'aller. Si on leur refuse le parrainage, le débat serait autre. Mais on dit venez, on va discuter avec vous pour voir si vous remplissez les conditions que la loi exige. Pourquoi ne pas vous parrainer? Et les partis, notamment BR et UP, qui sont les plus, représentatifs, les plus indiqués pour aller négocier ce parrainage, ces partis se disent prêts à discuter avec vous. Et je vous garantis que les discussions ont évolué beaucoup plus que vous ne le croyez, notamment avec les démocrates. Donc je dis, moi, ce serait même un malin plaisir que d'aller... Beaucoup de choses se font en coulisses, voulez-vous nous dire ici? Non, en coulisses, je ne peux pas parler au nom du parti, je ne suis pas membre des organes du parti, mais je peux vous garantir que... Enfin, le débat évolue. En tout cas, je souhaite, pour être prudent, plus prudent, voilà. Je souhaite, mais du fond de mon cœur, que les démocrates, un peu comme le FCBE, puissent être candidats et participer à cette élection parce que la réalité d'aujourd'hui le permet. Là, nous sommes à moins d'une semaine de l'ouverture officielle du dépôt des candidatures à la Sénat. Ça doit se faire du 1er février au 4 février prochain. Mais on ne sent pas cette formation politique-là en train de jouer le rôle. Déjà, elle conditionne la participation à cette élection-là, à la levée de ces goulots d'étranglement, si on peut parler ainsi. Vous nous dites ici que les choses semblent évoluer de ce côté-là. Si vous voulez, je rectifie en disant que je souhaite que les choses évoluent. Voilà. On va se contenter de ça. Alors, c'est votre... Et vous les voyez dans la posture d'aller aux élections? C'est votre approche de journaliste que de voir les trains qui sont en retard. Pourquoi vous ne parlez pas des FCBE qui viennent de désigner leur duo? Leur duo pour... Mais il faut célébrer ça déjà. Et c'est pas à partir de là qu'il faut voir que les élections seront inclusives. Les FCBE n'ont pas 16 élus FCBE, mais ils désignent leur candidat, le champion, et ils iront négocier le parrainage. Et c'est dans cette négociation de parrainage que nous pouvons parler de l'inclusion, de ce que les élections seront inclusives. Donc, par rapport au parrainage, je vous dis, nous attendons vivement que les démocrates se déterminent. Ils n'ont pas encore dit, sauf si vous avez l'information, on ne sait pas qui sont ceux qui sont candidats pour les démocrates. Ok. Donc, on attend de voir, effectivement. Et puis, pour vous, il n'y a pas de risque que les élections soient exclues. En tout cas, vous le souhaitez, avez-vous dit, sur ce plateau. Alors, avec tout ce qui se dessine, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension par rapport à l'organisation de cette élection-là. Est-ce que vous ne craignez pas un scénario de 2019? C'est-à-dire que... Est-ce qu'il n'y a pas risque de perturbation du processus électoral? En 2019, les élections ont eu lieu. Il y a eu des élections. Il y a eu élection quelque peu perturbée. Oui et non. Les élections ont eu lieu. Les élections n'ont pas été perturbées en 2019. C'est la gestion de la phase post-électorale qui a fait que, bon, il y a eu malheureusement les affrontements qu'on regrette. Et c'est le moment de dire que les uns et les autres ont eu raison de vite taire ce conflit et qui est né des élections. Et le président a eu, je l'en félicite, si je peux me permettre, je félicite le chef de l'État d'avoir ouvert la voie aux négociations et surtout d'avoir demandé pardon. Et maintenant,
On est dans un pays organisé et on ne peut plus se permettre de vivre les mêmes éléments, les mêmes faits regrettables qu'en 2019. Et quand je dis ça, les premières personnes qu'il faut interpeller ou les premières personnes à qui il faut parler, c'est ceux qui, déjà, j'ai vu certains sur des plateaux, faire comme des menaces. Je dis que ce n'est pas indiqué. Il faut avoir un discours plus constructif et il faut, parce que le vrai sujet, c'est que nous ne participons pas aux élections, les élections n'auront pas lieu, mais on vous offre la possibilité d'y participer si ce n'est que le parrainage. Et j'insiste là-dessus, si je suis bon et si je sais que je peux gagner les élections, surtout vous, vous arrachez, et si parrain, vous pouvoir vous battre, c'est un bonheur. Hein, c'est même malin, non? Tout à fait, Ok. tout à fait. Alors, revenons à cette question essentielle. Vous êtes de ce collège, hein, de cet aréopage de mouvements de soutien au chef de l'État, même si dans un passé récent, hein, où certains mouvements étaient restés moins actifs. Aujourd'hui, avec l'annonce du chef de l'État de briguer un second mandat, vous êtes revenu à la charge. Que peut apporter aujourd'hui Dynamique Continue? Quelle contribution dans la probable réélection du candidat Patrice Talon? Merci beaucoup de me permettre de parler enfin de la dynamique continue, parce que pour nous, à la dynamique continue, le débat de qui va participer aux élections est moins important que quel projet de société nous allons affronter pour pouvoir faire gagner notre champion, c'est-à-dire le chef de l'État. Donc, je me permets de rappeler quand même que quand la dynamique continue naissait, nous avions dit qu'il était non seulement légal, mais aussi légitime pour le chef de l'État et même pertinent en voyant sa méthode de gestion, qu'il soit candidat. Je m'étais même avancé en disant que Patrice Talon est une école et qu'il nous faut, nous tous, vous et moi et la plupart des Béninois, nous donner cette opportunité d'aller encore à cette école pendant 5 bonnes années. Et je le dis du fond du cœur. La dynamique continue à installer, puisque nous l'avons dit que nous on est prêt pour le débat ou le citoyen qui va nous permettre de faire gagner notre candidat. Nous avons installé des points focaux dans tous les départements et l'honneur m'a été même offert de contribuer à un renforcement de capacité de ces points focaux. Et les points focaux qui ont décliné dans les communes et même dans les arrondissements, la structure de la dynamique continue. Ce qui veut dire que les équipes sont prêtes sur le terrain. Il nous reste à davantage être informés sur... nous connaissons déjà le ticket du président de la République. Je salue au passage Madame la vice-présidente. C'est un cours de validation ou d'homologation, ce qu'on peut dire. L'UP a officiellement désigné déjà, Madame Talata Zimé. Mais on attend le second parti, la seconde formation politique, le BR. Donc, on ne peut que parler de ce qu'on maîtrise aujourd'hui. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que le ticket, c'est Monsieur le Président de la République et Madame la Vice-présidente de l'Assemblée qui vont compétir au nom de la mouvance, hein, de tous les partis qui soutiennent le chef de l'État et toutes les associations et mouvements politiques ou mouvements associatifs. Il y a plusieurs catégories. Moi, je suis membre d'un parti politique, je suis membre de l'Union progressiste et notre parti a désigné clairement le chef de l'État et sa colistière. Alors, vous l'avez fait remarquer, en attendant que le projet de société nous soit livré pour que nous puissions nous l'approprier et le diffuser dans la population, nous avons commencé déjà au niveau de la dynamique continue à faire le point de ce qui a été fait. C'est en nous basant sur les grandes réalisations de l'exercice ou du mandat finissant que nous allons démontrer aux gens qu'il ne faut pas arrêter la dynamique, il faut que la dynamique continue. Que ce soit dans le secteur de l'eau, de l'énergie, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que ce soit dans le secteur, pour parler de l'éducation, de la santé, de la cantine, des infrastructures. Nous faisons des capsules, vous appelez ça, des spots, pour rafraîchir la mémoire de nos concitoyens. N'oubliez pas d'où est-ce que nous sommes partis et souvenez-vous de ce que nous avons déjà réalisé. Et nous le faisons
dans plusieurs de nos langues. Pour le moment, nous le faisons en fond et en dindi, mais nous aurons d'autres capsules en Yoruba et en Minan, et pourquoi pas dans d'autres langues encore, pour que la plupart de nos concitoyens, sinon la majorité, c'est notre ambition, soient informés, mais largement informés, non seulement de ce qui est fait, mais aussi de ce qui se fera. Donc, la dynamique continue est déjà prête, en ordre de bataille, pour aller sur le terrain, faire la campagne, et cela en accompagnant évidemment les autorités politiques que sont les responsables de nos partis politiques. Didier Meïssa-Ndiago, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Si je vous demandais de conclure. Pour conclure, je dirais 3 choses. La première, il y a eu un mandat de 5 ans. Nous avons vu les réalisations. On ne peut pas dire que tout est à 100% bien, mais il y a de grandes avancées, et aussi bien sûr la méthode, sur la rigueur des réformes, sur le risque que le président a pris d'être impopulaire et maintenant sur les résultats que nous célébrons. Première chose. Deuxième chose, nous sommes dans une phase de préparation des prochaines élections et j'invite tous les partis politiques, tous les acteurs politiques à avoir l'idée de cette inclusion. Quand on dit qu'il faut des élections inclusives, il faut que déjà moi, en tant que candidat, en tant que citoyen, je puisse offrir la possibilité de ces élections inclusives. Et je vous l'ai dit, ce serait bien futé d'aller arracher 16 parrains à l'UP ou à OBR pour les battre. Moi, je me serais lancé ce défi-là. Et j'invite tous les partis politiques et tous les candidats à rentrer dans cette dynamique. Et pour troisième chose, nous, on est prêts pour battre campagne en respectant les règles de la République et les lois, et la loi électorale, et gagner. Et nous le souhaitons très fort au premier tour. Merci Didier Meïssa-Ndiago, vous êtes acteur politique, conseiller spécial de l'association La Dynamique Continue. Vous êtes également un élu communal de la commune de Ouidah, pour être plus précis. Vous aviez été par le passé chef de l'arrondissement de Savi, c'est bien ça? Voilà. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation et bon retour chez vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Carré Politique. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi.